toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin. Pendant les 2 heures qui vont suivre, nous allons parler d'un sujet qui, j'en suis certain, vous occupe jour, peut-être pas nuit, mais en tout cas une grosse partie des journées, celui de la résilience. On verra donc pendant ces 2 heures comment vous pouvez construire votre résilience et avec quels exemples très concrets sur le terrain. J'ai le plaisir d'être ce matin avec Alain Bouillet. Alain, bonjour. Bonjour. Bon Alain, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es délégué général du Césin. Allez, un petit mot rapide sur le Césin, qu'est-ce que c'est ? Césin, club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, en clair le club des RSSI francophones. Un club qui a 10 ans d'existence maintenant et qui comporte aujourd'hui entre 900 et 950 membres. Bon. Tous RSSI et tous évidemment de grandes entreprises, mais aussi de TI et même de PME. D'accord, probablement un membre ou deux que tu reconnais dans la pièce. Tout à fait. Bon, je le disais donc, les systèmes d'information des entreprises sont soumis à très rude épreuve. Entre les ransomware, les botnets et autres calamités, les menaces sont trop nombreuses. Elles peuvent en un clic paralyser une partie, voire l'ensemble du système d'information d'une entreprise ou d'une organisation publique. Alors que les RSSI bataillent pour sensibiliser les salariés et qu'en France, 91% des attaques arrivent par mail, l'heure est plus que jamais à l'action. Avec un arsenal qui s'étoffe d'année après année, on en parlera au cours de cette émission, quelle est la meilleure manière d'aborder ce chantier ? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout au cours de cette émission conférence. À travers les témoignages d'experts, nous verrons quelle est la réaction des pouvoirs publics. Je me tourne très rapidement vers Denis Boyer et puis vers Charles qui est en face de moi. On en parlera dans très peu de temps. Sur quelle base construire la résilience du système d'information ? Quels sont les premiers gestes à effectuer après une attaque ? Responsabilité qui incombera, je pense, en partie à Boris Lecoeur qui est en face de moi, qui nous expliquera ce qu'il convient de faire. Vous aurez bien sûr l'occasion de leur poser vos questions. Ils sont là. On aura également une pause vers 10h15, vous pourrez, si vous le souhaitez, échanger avec nos intervenants ou peut-être approfondir quelques-uns des thèmes qui ont été abordés. Gardez vos questions pour la fin des interventions, mais si elles sont trop urgentes et brûlantes, posez-les et je regarderai l'heure et je verrai si la montre m'autorise à le faire. On va commencer notre émission dans quelques instants, mais Alain, je me tourne vers toi pour 2 petites questions. Le Césin réalise chaque année avec OpinionWay une étude. Et j'aimerais juste que tu nous donnes la température du secteur en question en matière de cybersécurité à travers peut-être 2 axes. Et on publiera d'ailleurs, quand on mettra le replay en disponibilité, on publiera un lien où vous pourrez récupérer, pour ceux que ça intéresse, pour ceux et celles que ça intéresse, vous pourrez récupérer le lien. Est-ce que le phishing reste finalement le vecteur d'attaque le plus important ? Alors oui, je confirme le baromètre que nous produisons depuis 8 ans maintenant. Aujourd'hui, la dernière occurrence a réuni 330 répondants. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose en termes de représentation. 50% de grandes entreprises, 50% de TI et même un petit peu de PME. Oui, je confirme que le phishing est bien l'attaque, le vecteur d'attaque le plus répandu. Ce qui, évidemment, on pense tout de suite à ce que tu disais à propos du mail. C'était 74% des répondants qui nous disent que le phishing, effectivement, est le vecteur d'attaque le plus répandu. Mais j'irai pas que, parce qu'il y a aussi d'autres vecteurs d'attaque. Le deuxième qui arrive en tête de gondole, ce sont les vulnérabilités non patchées. La multiplication des vulnérabilités aujourd'hui est une vraie calamité pour les RSSI. Ils y passent un temps infini, il y en a de plus en plus, on industrialise tout ça. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, qu'on industrialise la médiocrité des logiciels que nous achetons. Alors il y a des textes qui sont en préparation à Bruxelles, peut-être que ça arrangera la situation, mais le troisième vecteur d'attaque, c'est pas le troisième dans la liste, mais c'est un qui monte année après année, c'est le vecteur par les tiers. C'est-à-dire que les attaquants maintenant ont désormais bien compris que les entreprises, surtout celles qui sont membres du Césin, étaient correctement sécurisées et qu'il fallait mieux s'attaquer à ceux qui l'étaient moins, c'est-à-dire souvent, malheureusement, les fournisseurs de ces mêmes entreprises. Et ce troisième vecteur d'attaque est en effet remonte petit à petit
Et bon, alors c'est ce qu'on appelle la sécurité des tiers, et c'est peut-être un sujet dont on parlera une autre fois. Exactement. Allez, très rapidement, Alain, autre sujet, celui du cloud. Alors le cloud, oui, c'est toujours le sujet phare de notre baromètre. On a des chiffres qui, tous les ans, augmentent en termes de risques induits par l'utilisation du cloud. Alors c'est vrai que la promesse était au départ, venez dans le cloud, ce sera plus sécurisé que chez vous. Je dirais, pour être un peu vulgaire, mon œil. En fait, le cloud pose des tonnes de problèmes qui n'étaient pas posés quand les données étaient on-premise. Mais le pire derrière tout ça, c'est que finalement, vous avez des offreurs de cloud qui vous proposent des solutions all-inclusive, probablement, hein, donc, que vous payez dans vos licences. Ces solutions, au pire, elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Donc vous en achetez d'autres. Alors c'est bien pour le marché de la cybersécurité, hein, les éditeurs s'en félicitent. Mais plus sérieusement, il y a le problème, et qu'on va l'évoquer je crois ce matin, c'est le problème du multi-cloud. C'est-à-dire que si vous achetez la solution cloud de monsieur Microsoft ou celle de monsieur Google ou celle de monsieur Amazon, bah, il va pas, celle de monsieur Microsoft ne va pas surveiller ce qui se passe chez monsieur Amazon. C'est bien le problème. Et c'est bien le problème. Donc aujourd'hui, superviser en effet le cloud, et donc on devrait dire le multi-cloud, eh bien, entraîne des dépenses supplémentaires en matière de sécurité. Alors encore une fois, c'est bon pour le business, c'est un peu moins bon pour les contrôleurs de gestion des entreprises. Merci beaucoup Alain pour cette entrée en matière imagée. Et pour notre toute première intervention, nous allons commencer par poser quelques questions à Michel Vandenberg, président du campus cyber. Michel, je vous en prie, venez vous installer. Voilà, vous pouvez vous asseoir au milieu, Michel, il y a un micro qui est allumé pour vous. Voilà, bienvenue sur notre matinale ce matin. Michel, vous êtes, je le disais, président du campus cyber. On en parlera tout au long de cette interview. Allez, un mot sur le campus cyber. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Le campus cyber, c'est un lieu qui a été l'initiative du président de la République de rassembler l'écosystème français au sein d'un lieu totem. Voilà, donc ce campus, il fête ses 1 an aujourd'hui. Voilà, il a été inauguré par Bruno Le Maire le 15 février. C'est 26 000 m², c'est à peu près 250 membres du campus cyber société. C'est à peu près 1000 personnes qui viennent travailler au quotidien sur ce campus. C'est un rassemblement de l'écosystème pour se dire que peut-être ensemble, on sera plus fort face aux pirates qui, eux, sont bien organisés. Ensemble, public comme privé. Hein. C'est pas un monde réservé aux acteurs du privé. C'est un monde réservé à tout le monde. Voilà, tout le monde peut y venir. On a effectivement des acteurs étatiques. Donc on va retrouver l'ANSSI, le ministère des Armées, la DGSE, la DGSI, le ministère de l'Intérieur, les gendarmes, voilà, sont là. On a les grands offreurs, Cap, Orange, Thales, etc., etc. On a des associations, on a plus de 20 associations, dont le Césin, qui sont au campus cyber. On a surtout, c'est une grande différence par rapport à d'autres campus qui sont à travers le monde, c'est qu'on a nos clients finaux on a plus de 70 entreprises qui ont décidé aussi de mettre des experts au sein du campus. Donc on va retrouver des gens de BNP Paribas, d'ArcelorMittal, de SNCF. Voilà. Donc c'est un peu la spécificité française, la French Touch de ce campus. Bon. Au-delà du bilan de 2022 qu'on a évoqué et qui a été évoqué à plusieurs reprises, Alain, tu viens d'en dire 2 mots, il y a eu pas mal de chiffres, les chiffres de l'ANSSI qui parlent d'une menace qui se réduit, d'ailleurs que tu avais contrebalancé un tout petit peu, Alain, il y a quelques jours, lors d'un événement, en disant que cette menace avait légèrement réduit en nombre, mais qu'elle était toujours finalement aussi élevée. Ça dépendait en fait quel type de menace on regardait. En fait, c'est surtout les attaques réussies qui ont baissé chez nos répondants. On s'en félicite, ça montre quand même que les actions des RSSI servent à quelque chose. Mais du coup, il y a encore des pans entiers de l'économie, on en parlera, qui n'ont pas de RSSI et qui n'ont pas de la protection suffisante pour résister à tout ça. Voilà, pour eux, c'est problématique. Quels sont les éléments pour vous qui, Michel, peuvent donner déjà quelques indices sur la manière dont va se dérouler l'année 2023 pour les gens qui sont ici et qui représentent en partie l'écosystème de la cybersécurité dans le pays ? Comme l'a dit Alain, effectivement, on a vu par les statistiques que les attaques réussies sur les OIV, les grandes entreprises, étaient en baisse. Si on prend les chiffres de l'ANSSI, en 2021, c'était 1100 attaques avérées qui avaient fait une déclaration auprès de l'ANSSI. C'est 800 en 2022. Donc effectivement, on voit que se protéger
ça sert, que mettre en place des solutions pour pouvoir aujourd'hui éviter les attaques, ça fonctionne. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les pirates, qu'est-ce qu'ils font quand c'est trop compliqué d'attaquer une typologie d'entreprise? Ils vont vers d'autres entreprises et que par contre, les attaques sur les PME, sur les collectivités ont été multipliées par 4. Et je pense que c'est ça, après, le vrai sujet sur 2023, c'est les pirates vont aller sur les cibles les plus faciles, qui n'ont pas forcément les moyens de se protéger. Une TPE, elle n'a même pas de DSI, donc ce sera très compliqué pour elle de pouvoir mettre en place des solutions de cybersécurité. Et puis 2, il y a aussi l'industrialisation de ce piratage aujourd'hui où on peut acheter des attaques sur le dark web, ça s'appelle du RAS, un ransomware as a service, et c'est extrêmement bien fait. Voilà, vous avez un service avant-vente qui est extrêmement bien fait, vous avez de la pub, 5 minutes d'attaque achetée, 5 minutes gratuites, et puis surtout, c'est le après, c'est-à-dire que vous êtes vraiment accompagné. Et aujourd'hui, le vrai service commercial, vraiment oui, tout à fait, voilà. Un respect du client. Voilà. Et si vous payez la rançon, que vous pouvez bien négocier, effectivement, on vous accompagne pour être sûr et certain que vous avez bien récupéré vos données pour que pour le chef d'entreprise, ce soit plus simple pour lui de payer la rançon que de se cyberprotéger. Voilà. Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce qu'effectivement, on voit que nous, on a accompagné quelques cas de toutes petites boîtes qui se faisaient rançonner pour 100 000 euros. Après négociation, c'était 8 000. Voilà. Récupérer son entreprise en payant 8 000 euros, surtout que maintenant, M. Darmanin, il rembourse la rançon, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, il faut qu'on lutte contre ça, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. À l'Inde, il y a un truc extrêmement important aussi, c'est les attaques sur la supply chain. On va prendre un exemple, Toyota. Ils ont fait 2 profit warnings de moins de 5% de leur chiffre d'affaires annoncé parce qu'ils ont subi des pertes d'exploitation liées à des cyberattaques alors qu'ils n'ont pas été cyberattaqués. C'est-à-dire que c'est les fournisseurs de Toyota qui étaient cyberattaqués, ce qui fait que ça n'avait pu fournir les pièces dans les usines et que Toyota a dû fermer 16 sites de production. Donc ça, c'est un point qui est un peu important. Puis après, c'est la puissance de ces attaquants. Vous avez vu, le Costa Rica, c'est 2 personnes qui ont arrêté l'économie d'un pays. Ils ont attaqué l'ensemble des ministères, l'ensemble des administrations du pays, et le président de la République a dû déclarer l'état d'urgence, quand même, juste parce que 2 mecs de Red Reveal avaient décidé de les attaquer. Voilà. On voit quand même que les pirates aujourd'hui s'organisent, ont des outils de plus en plus perfectionnés, et que effectivement c'est là-dessus que va un peu se jouer 2023. La guerre en Ukraine, je voulais qu'on en dise un mot quand même, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est cyberattaque repose en partie notamment sur des considérations géopolitiques. Beaucoup de gens, et dans les analyses que j'ai vues, les experts avec lesquels j'avais pu échanger, prédisaient entre guillemets l'apocalypse. Dès que l'Ukraine sera attaquée, tous les alliés vont être attaqués, Allemagne, Italie, Angleterre, ainsi de suite. Alors il se trouve que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas pas avec la violence et la brutalité que certains avaient anticipé. Quel type d'enseignement on peut tirer aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine, sachant que je lisais encore quelque chose hier où l'Ukraine avait une capacité de protection qui était, c'était quasiment une école par rapport à la manière dont on devait réagir. Ils étaient capables de mettre très rapidement des dispositifs en place. Qu'est-ce qu'on apprend de ce conflit en matière de cyberguerre et cyberprotection à grande échelle ? Alors là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils s'occupent les uns les autres, c'est-à-dire que les Ukrainiens se défendent contre les Russes, et les Russes attaquent les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui attaquaient aussi certaines entreprises françaises aujourd'hui, ils sont un peu occupés. Voilà. Donc ça fait que ça diminue un peu les attaques sur les entreprises européennes. Au campus, on a par exemple le ComCyber, on a qui nous donne des informations justement sur ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est ce qui se passe rien aujourd'hui, que voilà, ils sont vraiment très occupés. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là aussi, c'est une arme aujourd'hui qui est utilisée, que la guerre aujourd'hui se fait plus forcément avec des soldats qui se tirent dessus, mais avec des drones qui doivent utiliser les réseaux GPS qu'on essaye de faire tomber. Voilà, tout ça, ça fait que le théâtre aujourd'hui de la cyberdéfense, c'est une arme de guerre qui est utilisée. Bon, après, il y a quand même quelques trucs qui se passent. Comme vous avez vu dimanche, l'OTAN qui s'est pris une attaque DDoS assez importante qui vient des Russes, justement, pour faire tomber les sites web de l'OTAN. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils agissent à visage ouvert aussi aujourd'hui. Vous avez vu les Ukrainiens, les pirates ukrainiens qui arrivent maintenant sans être masqués en disant voilà, il faut nous aider à attaquer les sites russes, etc. Mettons-nous ensemble pour pouvoir justement créer ce désarroi et puis ce trouble par les cyberattaques. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt justement à basculer dans la cyberguerre? Pareil, j'ai vu pas mal de choses ces derniers jours. Les pouvoirs publics disent qu'ils vont donner des moyens à l'armée, et ces moyens ne seront pas des soldats et des armes, ça va être des gens qui vont être formés, des cybersoldats, je dirais, prêts à se battre dans le cyberespace. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces-là et qu'est-ce que vous en attendez très concrètement et qu'est-ce que pour vous ça va changer, Michel?
Enfin, voilà, on parle de guerre, donc effectivement la phase la plus importante c'est la dissuasion et montrer qu'aujourd'hui qu'on est équipé, qu'on est fort et qu'on est plutôt expert en cybersécurité. Voilà. La France c'est le 3e pays le plus attaqué au monde, voilà, ça faut le savoir. Et pourtant, comme on le voit, le nombre d'attaques réussies diminue, ce qui montre qu'on a quand même des capacités voilà, assez intéressantes pour pouvoir se défendre. C'est bien aussi au niveau de l'État, bien séparé. Hein. L'offensive, c'est vraiment du ressort du ministère des Armées et c'est les seuls à pouvoir développer des armes offensives de cyberdéfense. Le ministère de l'Intérieur et tous les acteurs privés, nous on est là sur le défensif, mais on voit quand même qu'on progresse. La preuve, c'est que ces statistiques baissent. Voilà. Donc oui, on embauche. On essaie de montrer aujourd'hui, voilà, de montrer un peu nos muscles, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Alors peut-être un sujet dont on n'a pas encore parlé, un secteur d'activité bien touché par les cyberattaques. Je parlais des hôpitaux, on en reparlera un peu plus tard dans la matinée. Ça fait longtemps que j'entends parler de la sécurité des hôpitaux. À chaque fois qu'il y a une cyberattaque réussie, on a des annonces. Alors je crois que c'était 20 millions la dernière annonce suite à l'attaque de l'hôpital du sud de la région parisienne. Vu de ma chaise, j'ai l'impression qu'on met un peu de l'eau dans le sable. Comment on va venir à bout de ce phénomène finalement? C'est quoi le sujet par rapport aux hôpitaux et comment on peut arriver à juguler ces attaques? Alors déjà, c'est le contexte. En fait, par exemple, si tu prends l'Allemagne, en Allemagne, ils ont 5 gros CHU, et ces 5 gros CHU ont tous décidé de faire infogérer leur système d'information, leur IT et donc leur cybersécurité. En France, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a plus de 3-4 000 établissements de santé, avec chacun son IT, et souvent c'est le directeur de l'hôpital ou le chirurgien qui décide des moyens qui vont être mis en place. Voilà. Donc ça, c'est déjà extrêmement compliqué. Il n'y a jamais eu de régulation dans tout ça, et ce qui fait que on y connecte tout et n'importe quoi, et donc sur un hôpital, on y connecte des objets connectés, des matériels d'IRM, etc., qui sont absolument pas cybersécurisés, qui sont des portes d'entrée extrêmement faciles pour les cyberattaquants. Les cyberattaquants, ils vont où c'est simple. Et on a fait un petit exercice la semaine dernière, on intervenait pour essayer de démarrer le campus des Pays de Loire. Et moi, j'ai utilisé un outil de cyber rating, vous savez, de cyberscore. Là, j'ai pris toutes les boîtes, les 40 ou 50 boîtes des Pays de Loire. J'ai utilisé le cyber rating, ce que font les pirates, et j'ai regardé toutes celles qui étaient en bas de l'échelle, c'est-à-dire avec des notes pas terribles qui montraient que c'était pas très bien cybersécurisé. Et effectivement, ce qui ressort à chaque fois, c'est les hôpitaux. Voilà. Donc, c'est une question de moyens, mais ça va être long, parce qu'effectivement, faudra mettre énormément d'argent pour pouvoir faire à ce qu'on puisse les cybersécuriser. Et je pense que les toutes petites cliniques, etc., resteront des cibles, parce qu'effectivement, c'est pas dans leur priorité d'acheter des firewalls ou des antivirus. Pardon, juste, je rebondis, Alain, mais Michel, cette faille est connue, ça fait des années qu'on en parle, ça fait au moins 10 ans qu'on parle de sécurité dans les hôpitaux. On peut se connecter avec n'importe quoi, on peut aller avec un ordinateur, une clé USB, ce qu'on veut, on peut se connecter. Enfin, il n'y a qu'à aller dans les couloirs. Enfin, il se trouve que ma femme est infirmière, je peux prendre ma clé USB, la brancher, personne ne va rien me dire à l'hôpital. Je peux dire ce que je veux. Enfin, le diagnostic est connu et on sait à quel point ça peut faire du mal. Je crois que c'était en Allemagne où l'année dernière, il y a eu un mort parce qu'en fait, finalement, après une cyberattaque, il y a une femme qui n'a pas pu être opérée. Ils ont dû décaler l'opération. Or, elle était absolument en urgence vitale. Elle est morte. Donc, on sait qu'il y a des vraies urgences absolues. Malgré tout, pourquoi est-ce que, par exemple, on ne commence pas par sécuriser les grands hubs publics, c'est-à-dire la PHP, donc Paris, il y a la même chose à Marseille, la même chose à Bordeaux. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par ces grands centres-là, ce qui pourrait irriguer le reste ? Déjà, c'est ce qui va être fait. Voilà. Aujourd'hui, la PHP, par exemple, a mis les moyens et change un peu ses priorités budgétaires pour justement mieux cybersécuriser. Je vous rejoins. On est intervenu sur l'hôpital du Chesnay. Effectivement, on a dû déplacer. C'est un hôpital qui est spécialisé dans la prénatalité. On a dû déplacer des bébés aujourd'hui parce qu'on n'était plus capable de les soigner. Effectivement, tout le monde se dit il y a une attaque sur les hôpitaux, ça empêche de facturer, ça empêche de savoir si les lits sont occupés ou pas occupés. Non, ça empêche de soigner les gens. Parce que si on prend par exemple la radiologie, le savoir si on va donner 1000 röntgen ou 3000 röntgen à la personne qui doit être soignée, c'est dans son dossier patient et son dossier patient il est complètement numérisé. Donc voilà, le problème c'est qu'effectivement on est en face de quelque chose qui va prendre du temps parce que les systèmes des hôpitaux se sont construits en rajoutant des couches d'IT et que c'était pas la priorité. Vous savez bien, si votre femme est infirmière, il manque d'argent pour embaucher des infirmières aux urgences, des aides-soignantes, etc. Et souvent,
le patron de l'hôpital, c'est le chirurgien ou c'est quelqu'un de la santé qui, jusqu'à aujourd'hui, se disait c'est pas prioritaire. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation-là. Voilà, donc les grands moyens, c'est quoi? C'est soit de dire aux hôpitaux, occupez-vous de soigner les gens et faites infogérer complètement votre système d'information. Et pour les petits, c'est peut-être la bonne solution sur laquelle on doit trouver, parce que, par les hôpitaux, mais si on parle des collectivités, les mairies, par exemple, c'est catastrophique. Les mairies de moins de 2000 habitants, l'IT est géré par le maire du village qui a fait ça avec son fils à la maison, quoi. Voilà. Et ça, c'est des cibles extrêmement importantes pour les pirates aujourd'hui. Tu voulais compléter, Alain? Non. Le campus cyber fête sa première année dans très peu de temps. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois, ou aujourd'hui ou quelques jours près. Quel bilan tirez-vous de cette première année d'exercice, Michel? Déjà, c'est un succès, voilà, faut le dire, voilà, faut en être fier. C'était lundi, il y a une grande délégation américaine qui est venue pour nous rencontrer, les gens de la Maison Blanche, du CISAL, de la NSA. Et ils étaient toujours en train de faire amazing. Ils étaient un peu bluffés et un peu jaloux, comme en disant tiens, les Français, voilà, ils ont réussi à faire un truc qu'on n'a pas réussi à faire. Et ça, franchement, faut qu'on le dise, faut se faire plaisir. Quand on a démarré le projet, je peux vous garantir que tout le monde disait marchera jamais. Voilà. Réunir des concurrents ensemble sur un même lieu, faire venir des offreurs, des associations, des clients finaux, ça fonctionnera pas. Voilà. Et bien évidemment, ceux qui disaient ça sont venus au secours de la victoire, mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça marche bien. On a une quinzaine de groupes de travail, donc plus de 400 experts cyber qui travaillent ensemble pour trouver des solutions, qu'on livre des livrables. Là, on est en train de finaliser une plateforme d'intelligence artificielle liée à la cybersécurité qui va être mise en production bientôt. On a fait justement... Accessible au public, enfin accessible... accessible, dans quelle mesure? Oui. Voilà, en financement, parce qu'on l'a développé, les gens, il faudra qu'ils participent financièrement pour pouvoir l'utiliser. On a créé une base d'IOC aujourd'hui, je pense que pour tous les gens qui ont des cybersocs, des SOC, puis récupérer justement de la threat intelligence qui a été développée par d'autres. Voilà, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Ça bouillonne. Voilà, par exemple, on prend les associations. Il y a 21 associations Campus Cyber aujourd'hui qui se parlent. Voilà. Donc, et certaines associations se découvrent les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc ça marche, ça fait bouillonner un peu notre écosystème. C'est 1000 experts qui viennent travailler tous les jours dans ce bâtiment. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui abritent tous les jours 1000 experts en cybersécurité en Europe. Donc voilà, il faut qu'on soit fiers de ça, parce qu'on a réussi un truc que les autres pays n'ont pas encore fait. Je peux témoigner en effet de ce succès pour le vivre. Le Césin est donc en effet fait partie du collège association et a été élu pour représenter l'ensemble des associations au conseil d'administration du campus. Donc je témoigne effectivement que c'est un succès. Mais du coup, ma question c'est what's next? C'est quoi l'après? Tu as parlé tout à l'heure de la région Nantes, où j'avais aussi l'honneur d'être présent. C'est quoi le futur du campus ou des campus? Alors, on a deux grandes priorités pour 2023. La première, c'est j'ai été nommé moi, par Bruno Le Maire pour fournir des solutions et des propositions pour la sécurisation des PME et des TPE. Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir un campus. Et donc, on a pu interroger l'ensemble de l'écosystème pour savoir qu'est-ce qui existe. Et en fait, ma mission est plutôt simple parce que c'est un inventaire que je vais faire. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été développées par des régions, par des offreurs, etc. pour pouvoir mieux sécuriser les PME. Donc je pense qu'on va prendre les meilleures d'entre elles et on va créer une sorte de catalogue en disant, voilà, en fonction de votre typologie d'entreprise et de votre taille d'entreprise, voilà ce qu'on peut vous proposer, ce qui est gratuit. Et c'est une mission qu'on est en train de mener pour justement faire à ce qu'on puisse protéger les plus faibles. Et en faisant quelque chose qui soit le plus simple possible, parce qu'on ne transformera pas le chef d'entreprise en expert cybersécurité. Donc, il faut des choses qui soient simples et transparentes. Et des choses aussi qui nous permettent d'être résilients. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Un chef d'entreprise, détecter qu'il est cyberattaqué, il s'en fout. Lui, ce qui est important, c'est que s'il est cyberattaqué, le lendemain, il puisse redémarrer son activité. Et en général, pourquoi les chefs d'entreprise payent la rançon? C'est qu'ils ne se rendent pas compte que le numérique, c'est une drogue douce à dépendance extrêmement forte. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que le jour où ça s'arrête, ils ne peuvent plus du tout travailler. Il y a quelques années, on connaissait tous notre environnement de travail et ceux avec quoi on travaillait, on savait comment ça avait été fabriqué, comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, les gens, pour eux, le numérique, c'est complètement immatériel et ils arrivent le matin, ils se connectent à leur CRM, etc. et ils bossent. Le jour où ça s'arrête, ils ne comprennent pas que ça ne redémarre pas immédiatement. Donc ce qu'on veut, c'est justement proposer des solutions pour que, de façon transparente, ce soit automatiquement sauvegardé hors ligne, que si jamais une cyberattaque, je pense, la connexion de la sauvegarde s'arrête pour qu'il puisse redémarrer au moins 80% de son activité et pas déposer le bilan. Une PME sur deux qui ne paye pas la rançon,
des postes de bilan dans les 18 mois. Si on prend les TPE, moins de 9 salariés, c'est 76% qui se cassent la figure en cas de cyberattaque. Donc il faut vraiment qu'on se bouge pour eux. Et le deuxième sujet qui est pour moi le plus important, c'est le manque de ressources. Donc on manque énormément d'experts en cybersécurité. Si on veut sécuriser tout le monde, il va falloir vraiment se bouger. Or, il y a 15 000 postes en France qui sont ouverts, qui ne trouvent pas preneur. L'an prochain, il trouve pas preneur. 20 000. Faute de quoi? Faute de gens formés, on n'en forme pas assez par an, on manque d'experts, on manque d'experts SOC. Quel est le manque concret? Il y a deux sujets, parce qu'il y a des formations d'ingénieurs qui ne sont pas remplies. Le premier, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous interrogez un gamin en terminale, vous dire qu'est-ce que tu veux faire, il y en a 1 sur 10 000 qui va répondre faire cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on a cette image aujourd'hui que pour être dans la cybersécurité, il faut être un expert, un ingénieur extrêmement formé aux technologies de l'information. Il faut être ingénieur et il faut avoir un suite à capuche et pas parler à personne. Voilà. Ça, c'est l'image qu'on doit absolument changer parce que c'est l'image qu'on donne. On a fait une étude avec le rectorat d'Île-de-France. Sur les 15 000 gamins qui suivent une formation numérique, il y en a 5 qui se sont attirés vers la cyber et 0 femme. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc il faut qu'on change et qu'on aille justement à la rencontre des élèves, qu'on forme les professeurs, qu'on aille auprès du grand public pour dire le métier de la cybersécurité, c'est pas que à cœur éthique, il y a plein d'autres métiers. Et puis il faut aussi former pas que des ingénieurs. Quand on met un ingénieur derrière un cybersoc à faire des incidents de niveau 1, au bout de 2 mois, il s'en va parce qu'il s'ennuie. Quand vous mettez un ingénieur pour aller installer des solutions périmétriques dans les différents locaux des différentes multinationales, au bout voilà, il s'ennuie aussi. Donc on doit former aussi des bachelors, etc., etc. Voilà. Donc il faut travailler vraiment sur cette attractivité. Donc là, on a des moyens qui nous sont donnés. La DGESCO, le ministère de l'Éducation nationale, va faire une grande campagne d'affichage dans les lycées, dans les collèges, pour expliquer justement que la cyber, c'est super. On va aussi créer des rencontres auprès des jeunes. À Vivatech, par exemple, le samedi, pour faire venir un peu le grand public et regarder comment on peut découvrir un peu le métier en faisant du gaming, etc., etc. Voilà, on va participer à plein de trucs comme ça. On va former les profs. On va essayer de se bouger, se mobiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la grande préoccupation. C'est qu'à un moment, il y aura beaucoup d'incendies et pas de pompiers pour les éteindre. Alors peut-être une dernière question qui va permettre, je crois, d'ouvrir le débat de cette matinée sur la cyber-résilience. Alors cette question, je ne la pose pas seulement au président du campus, mais à l'ancien président aussi d'une grande entreprise offreuse de solutions cyber. C'est quoi, comment on fait pour faire un SI résilient? C'est quoi la recette? Si on avait une, effectivement, c'est extrêmement important et il y a peu de temps qu'on parle aujourd'hui de résilience. Je vais vous donner ce qui fonctionnera, surtout si on parle des petites entreprises, c'est de faire des choses qui ont déjà fonctionné. Je vais prendre un exemple, les véhicules. Nos véhicules sont de plus en plus sûrs, sont de plus en plus permettent de sauver des vies, mais on ne demande pas aux gens de savoir comment fonctionne l'ABS, le cerveau-frein, etc., etc. On leur dit juste si tu mets pas ta ceinture, ça fait du bruit. Voilà. Donc il faut qu'on fasse exactement la même chose en termes de cybersécurité, c'est qu'on amène des solutions qui permettent justement de faire à ce que, pour le chef d'entreprise, il se dit si jamais, effectivement, je suis complètement cryptoloqué, parce que vous avez vu, les pirates aujourd'hui, c'est triple peine, hein, ou double peine. Ils flinguent vos sauvegardes, ils récupèrent vos données, et ensuite, ils les cryptent. Voilà, donc si vous ne voulez pas payer la rançon parce que vous ne récupérez pas vos données, ils vous disent on va vous faire chanter parce que vous avez des données intéressantes et on va les mettre sur le dark web pour les vendre, etc., etc. Donc c'est extrêmement préoccupant. Donc je pense que la bonne solution, c'est ça, c'est d'avoir des technologies qui font que toute la journée, il y a des sauvegardes qui sont faites aujourd'hui dans le cloud. S'il n'y a pas de souverain, c'est encore mieux. Et qu'en cas d'attaque, cette connexion se coupe automatiquement pour faire à ce que, si jamais les données sont complètement cryptoloquées, le chef d'entreprise il puisse redémarrer avec 70 ou 80% de son système d'information. Voilà. Donc faire de la sensibilisation en disant, voilà, le numérique, il faut que vous l'appréhendiez. C'est pas immatériel, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est essentiel à votre entreprise, le lister, et en fonction de ça, faire beaucoup de bon sens pour se dire voilà ce que je dois sauvegarder tous les soirs. Et il y a des technologies qui existent. Hein. Là, on mène un appel d'offres pour BPI. Vous savez, BPI France a aidé beaucoup d'entreprises, de PME pendant la période de Covid, et ils se sont pris de fait, on va essayer de les cybersécuriser. Donc on a fait un appel d'offres, on a plus de 15 sociétés qui ont répondu. Et là, on voit tout et n'importe quoi. Des gens qui disent, pour les PME, il faut installer un SIEM. Voilà, qu'est-ce qu'on va aller installer un SIEM? Non, mais je plaisante à peine. Ou un EDR. C'est bien de mettre un EDR, mais le chef d'entreprise, il s'en fout de détecter qu'il y a un poste qui ne va pas bien. Lui, ce qu'il veut, c'est, s'il est cyberattaqué,
que le lendemain, ils puissent redémarrer et pas déposer de bilan. Merci beaucoup, Merci, Michel. Je vous en prie, vous Merci, pouvez vous Michel. installer dans la pièce. Alors, merci. Alors, on va poursuivre cette réflexion avec nos deux prochains invités. Nous allons voir comment aujourd'hui le monde public, justement, apporte des réponses à la problématique de la cybersécurité. Et j'appelle Charles Blanc-Rollin. Charles, je vous en prie, venez vous installer. Et également Denis Boyer. Denis, je vous en prie, installez-vous. Alors Charles, votre micro est allumé. Denis, vous avez un petit bouton blanc à la base du micro. Vous le poussez légèrement vers le haut, à la base du micro. Voilà, et quand c'est vert, c'est bon. Voilà. Écoutez, merci d'abord, merci beaucoup messieurs, merci Charles, vous venez d'un peu loin ce matin, vous avez fait quelques heures de train. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors Charles Blanc-Rollin, vous êtes chef de projet numérique santé, GCS e-santé, Pays de la Loire. Allez, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Parce qu'on s'est posé la question, on a corrigé, on en parlait encore tout à l'heure, et pour tous les gens qui sont là, expliquez-nous ce que ça signifie. Oui, il y a pas mal de strates dans le secteur de la santé. Donc, nous sommes missionnés par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Donc, sur le développement du numérique en santé, donc pour les établissements, les structures et aussi les professionnels libéraux de la santé. Et donc nous sommes le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Ça fait beaucoup de choses. J'ai déjà oublié, mais santé, j'ai juste retenu santé. Voilà, donc l'idée pour nous, dans nos missions qui nous sont confiées par l'ARS, nous faisons partie, donc nous avons une équipe sécurité. RSA, Agence régionale de santé. Agence régionale de santé. Donc nous avons une équipe cybersécurité qui a pour mission d'accompagner les établissements de santé, les structures et les professionnels de santé dans leur sécurisation de leurs outils et de leurs systèmes d'information. Bon, c'est très clair. Denis, je le disais, Denis Boyer, vous êtes chargé de mission sensibilisation à cybermalveillance.gouv.fr. Qu'est-ce que c'est? Cybermalveillance.gouv.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif national de prévention, de sensibilisation et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Donc voilà, donc on est sur une notion, c'est ce qu'on appelle un groupe en intérêt public, qui a un pied dans le public, un pied dans le privé, et qui va en fait associer les différentes synergies pour lutter contre les cybermalveillances. Quelle est la différence entre vous et l'ANSSI? D'ailleurs, on entendait Michel tout à l'heure qui expliquait justement qu'il y avait une constitution de catalogue. On retrouve parfois peut-être des missions qui sont proches, mais qu'est-ce qui vous différencie par exemple de l'ANSSI et peut-être du campus cyber? Alors, moi je ne parlerai pas de différence, je parlerai plutôt de complémentarité. Le but, c'est de pouvoir s'adresser au maximum de personnes. Notre public, le public auquel on s'adresse, ce sont les particuliers, les professionnels de type TPE, PME, ETI, ainsi que les collectivités territoriales. Et quand on fait le lien avec l'ANSSI, qui s'occupe notamment de tout ce qui est OIV, établissements à régime restrictif, les grands groupes, eh bien on arrive en fait à brosser et pouvoir s'adresser au maximum de monde. Donc plutôt qu'une différence, je parlerai vraiment de complémentarité. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il y a 5 ans, nous avons été incubés au sein de l'ANSSI et après nous avons pris notre envol sur les missions qui nous incombaient. Alors une question pour vous Charles. Du coup, vous avez un peu esquissé votre rôle autour de ce vaste monde de la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'abord des structures médicales que vous accompagnez dans cette jungle? On parlait de milliers d'hôpitaux, cliniques et autres. Et puis surtout, avec quelles organisations locales vous travaillez? Alors le panel de structures qu'on accompagne est très très large. Ça va donc de ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire et donc du coup les établissements supports qui ont été nommés OSE, donc opérateurs de services essentiels, jusqu'à la petite maison de santé qui n'a pas d'informaticien et dont on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est soit un médecin, soit le directeur qui va gérer l'informatique en interne. Voilà, donc c'est un spectre assez large et donc du coup on travaille aussi avec des partenaires en local pour accompagner ces structures. Ces organisations, est-ce que c'est vous qui les détectez ou est-ce que c'est elles qui à un moment, parce qu'elles entendent que par exemple, je sais pas, une clinique voisine a été attaquée ou un hôpital voisin a été attaqué, vous appellent en disant bon, je crois qu'on va avoir un problème.
Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui les détectez ou est-ce que c'est plutôt elles qui vous appellent? Alors c'est dans les deux sens. Notre structuration juridique est un groupement de coopération sanitaire, donc nous avons des adhérents. Nous avons une majorité des établissements de santé de la région donc, qui sont adhérents à la structure et qui peuvent bénéficier gratuitement de tout l'accompagnement qu'on peut leur apporter. Mais on a aussi une mission d'accompagnement des structures en cas d'incident, puisque les établissements de santé sont dans l'obligation de déclarer leurs incidents de sécurité numérique sur le portail de déclaration des incidents sanitaires depuis octobre 2017. Je ne dis pas de bêtises, Philippe. 2017. Ouais. Donc ça fait 5 ans, presque plus de 5 ans qu'elles ont l'obligation de le faire. Oui. Oui. Je l'apprends probablement comme beaucoup de gens ici, je suis un peu étonné. Et les établissements médico-sociaux ont rejoint du coup les établissements sanitaires dans cette obligation de déclaration. Donc dans les missions qui nous sont confiées par l'ARS, nous accompagnons aussi les établissements de santé qui en ont besoin sur la résolution de leurs incidents, en travaillant avec le CERT santé, évidemment. Et du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Là, on voit des regroupements d'hôpitaux vers des gros mastodontes, et on se dit voilà, on doit probablement rationaliser des tas de trucs quand on regroupe des hôpitaux, mais finalement, c'est pas les moins attaqués, les gros mastodontes. Donc, est-ce que finalement on groupe effectivement, pour des raisons, plein de raisons dont on ne reviendra pas ici, mais est-ce que finalement on ne regroupe pas aussi les difficultés de tous les hôpitaux qu'on centralise? Je pense que c'est très varié en fait. Je parle de cyber évidemment. Oui, mais je pense que c'est très varié parce qu'il y a des groupements qui fonctionnent plutôt bien. Où il y a vraiment une mutualisation des compétences au niveau des équipes qui est faite. Il y en a d'autres où ça marche beaucoup moins bien, où les établissements n'avaient pas forcément l'envie de travailler ensemble au départ, et donc du coup ça simplifie pas les choses. Maintenant, je pense que le gros manque, il est aussi au niveau des ressources et des ressources IT, parce qu'on parle beaucoup de cyber, mais on oublie de parler du MCO et du MCS des systèmes d'information. Et je pense que là, on a un gros souci et une grosse dette technique sur nos systèmes d'information de santé, malheureusement. Quel type d'action êtes-vous amené à mettre en place, Charles, et qu'est-ce que vous leur proposez à ces structures qui ont absolument besoin de renforcer leur sécurité? Alors c'est pareil, c'est assez varié. On essaye de leur proposer déjà des outils mutualisés au niveau régional. Alors sur de la partie sensibilisation, on en a parlé tout à l'heure que le phishing était quand même la porte d'entrée numéro 1 dans le cas de nombreuses attaques. Donc on propose un outil de sensibilisation type e-learning et campagne de faux phishing, donc à l'ensemble de nos adhérents qui ont la possibilité soit d'opérer eux-mêmes leur campagne, soit de nous laisser les opérer pour eux. Après, on a aussi un outil de sensibilisation de type Serious Game qui s'appelle Santescape Sécurité Numérique et qui a pour but aussi de sensibiliser par le jeu les acteurs du secteur de la santé. Après, on a, comme je vous le disais, un accompagnement sur la résolution des incidents et le traitement des incidents de sécurité. Et puis là, on va relancer très prochainement des webinaires pour les équipes IT sur des choses très on va dire pragmatiques, et en repartant notamment des dernières mesures prioritaires qui ont été publiées par le ministère avec des thématiques très simples sur la segmentation des réseaux, sécuriser son annuaire Active Directory, ses sauvegardes, la supervision des flux réseau, etc. Denis, de votre côté, comment accompagnez-vous ces entreprises et ces administrations qui viennent d'être victimes d'une attaque? Alors en fait, on a plusieurs actions. On a une première action, pour revenir un petit peu sur l'essence même du dispositif, qui est une action d'abord de sensibilisation, parce que clairement, on ne peut pas se sécuriser sans penser sensibilisation, mesures organisationnelles et mesures techniques. Donc en fait, c'est l'association les trois. Donc nous, on présente à la fois des choses qui sont en termes de sensibilisation que d'accompagnement des victimes. Alors on intervient notamment grâce à nos prestataires référencés. On a essayé de mettre en place une solution qui était non seulement d'amener une réponse immédiate aux personnes qui ont été victimes, en leur disant
D'abord, on essaie d'identifier la cybermalveillance dont ils ont été victimes par un biais de questions, de questionnaires. Et une fois qu'on a mis un nom dessus, on propulse à la fois des conseils immédiats pour couper le feu. En gros, on est en mode pompier. Ensuite, de donner le bon interlocuteur, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là dans la lutte contre les cybermalveillances et le public ne s'y retrouve pas. Il a du mal des fois à identifier la bonne ressource vers laquelle il va pouvoir se tourner. Une fois qu'on a proposé ce genre de choses, on propose la mise en relation avec l'un de nos prestataires référencés. On en a plus de 1200 qui sont sur le territoire national et qui vont pouvoir accompagner à la fois particuliers, entreprises et collectivités territoriales pour pouvoir d'emblée avoir une solution de rémédiation. Et c'est quelque chose qui est vraiment immédiat et ce sont des prestataires référencés de proximité. Il n'y a aucun sens à envoyer une société parisienne aller travailler à Rennes ou l'inverse. Enfin, voilà. Donc on essaie d'amener ce genre d'action aussi bien dans l'identification que dans l'accompagnement lorsqu'il y a eu un problème. Les professionnels que vous mettez en relation avec les victimes, est-ce qu'ils sont certifiés, ils ont un niveau de certification bien reconnu? Alors voilà, en fait on a d'un côté ce côté assistance, mais on a avec des prestataires référencés, mais on a également ce qu'on appelle des experts cyber. On a voulu créer au sein de cybermalveillance.gouv.fr un label qui soit identifiable pour les professionnels. Donc là, ces experts cyber ne travaillent que pour les professionnels, TPE, PME, ETI et collectivités territoriales. Ce sont les gens qui vont être certifiés et qui vont être labellisés auprès de l'AFNOR sur un domaine de compétences, que ce soit la sauvegarde, tout ce qui est hébergement, infogérance et ainsi de suite. Et ils vont avoir un label qui va être valable pendant 2 ans, parce qu'on considère qu'au bout de 2 ans, le savoir-faire d'un professionnel peut, avec le départ de personnes ressources, ne plus être en phase avec la sécurité. On veut des gens qui soient dans l'état de l'art. Et ces prestataires, ces experts cyber, souvent font l'objet de plusieurs labellisations. Ils peuvent être PRIS, ils peuvent être PASI, donc les certifications qui sont de l'ANSSI. Et nous, voilà, on a voulu avoir un label qui soit visuel, identifiable, qui reconnaisse le professionnalisme de nos intervenants. Et ils sont à l'heure actuelle 200 sur le territoire national. Même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour pouvoir mettre en relation beaucoup plus facilement, on a créé notamment un parcours de sécurisation, parce que souvent là on parle de rémédiation, c'est bien, mais il faut aussi parler de choses qui peuvent être mises en place avant que les problèmes arrivent, sachant qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est connecté sur Internet est scanné en continu. Donc on va penser sécurisation, donc on a créé un parcours de sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr qui permet aux professionnels de faire une expression de besoin. Ils vont dire, moi j'ai besoin de quelque chose tout de suite en matière de sauvegarde. J'ai besoin de quelque chose dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là, j'ai tant de postes, et ils vont pouvoir être mis en relation directement, même chose avec un expert de proximité et identifiable. Alors une question pour Charles. On sait depuis longtemps, quand on fait de la cybersécurité, que tout ce qui est prévention, protection, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être en capacité de détecter quand quelque chose malheureusement a franchi toutes les barrières qu'on a montées. Je veux parler des SOC, je veux parler des EDR. Alors on voyait, on pouvait parier à peu près la réponse de l'interviewé après une cyberattaque dans une entreprise. 9 fois sur 10, la personne disait oui, on a un plan d'action et on va mettre en place un EDR. Alors du coup, est-ce que dans les hôpitaux, ça y est, on peut dire que l'EDR est en place ? Pas dans tous. Pas dans tous. Ça commence. Il y a des structures qui ont fait le choix, par le biais notamment d'un marché public via la centrale d'achat informatique hospitalière. Donc il y a des solutions qui sont proposées d'EDR et de SOC managé. Donc ça existe. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'EDR, il a cette capacité à non seulement fournir l'outil, mais à offrir derrière le service qui peut être intéressant, en effet, pour les petites structures qui n'ont pas les moyens de se payer un SOC. Oui, même dans les grandes structures, je pense aujourd'hui, même dans les CHU, c'est très très compliqué d'avoir une équipe. Si on a un RSSI et donc un ETP dédié à la sécurité, c'est déjà pas mal. De là avoir une équipe SOC, c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Alors mon petit doigt m'a dit que vous aviez été RSSI dans plusieurs hôpitaux. Du coup, voilà, avec cette expérience-là, quel conseil vous pourriez donner
à vos confrères, aux entreprises. Le Césin était dans les Pays de Loire, le hasard a fait bien les choses la semaine dernière. Donc on avait une quarantaine de RSSI dans la salle, mais qui représentaient un tissu économique important dans les Pays de Loire. Mais il y a plein de structures qui n'ont pas de RSSI. Donc quel conseil vous pouvez donner à ces structures-là en matière de cybersécurité ? Déjà leur souhaiter beaucoup de courage parce qu'il y a un gros boulot et pas beaucoup de moyens et de la chance aussi. Plus sérieusement, je pense que c'est important de revenir sur les fondamentaux. On l'oublie quand même souvent, on parle souvent de super solutions de sécurité, mais je pense qu'elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais il faut vraiment pas oublier les fondamentaux. Et là, il y a un gros travail là-dessus sur toute cette partie maintien en conditions opérationnelles et de sécurité, segmentation des réseaux, mise à jour des systèmes, avoir des systèmes qui ne sont pas complètement obsolètes. Et je pense que si on faisait déjà ça correctement, on limiterait au moins 90% des attaques. Une dernière question pour vous, Denis. On a parlé effectivement de bilan. On aura encore probablement 1 ou 2 chiffres qu'Alain partagera avec nous. À cybermalveillance.gouv.fr, vous allez publier dans peu de temps, il me semble, un rapport sur 2022. Est-ce qu'il y a quelques chiffres ou tendances que vous pourriez partager avec nous avant la publication officielle du dit document ? En off. Ça sortira pas de Paris. Donc de manière confidentielle, non, effectivement, il faudra nous réinviter pour vous présenter un petit peu les chiffres qui seront consolidés. Ce que je peux vous dire, c'est en chiffres, c'est sur notre activité. On ne détient pas à cybermalveillance.gouv.fr l'intégralité de la scène et de ce qui se passe dans le cybermonde en matière d'attaque. En tout cas, l'année dernière, on a assisté plus de 280 000 personnes sur notre parcours d'assistance victime et on a eu 3 800 000 personnes qui sont venues sur notre site, visiteurs uniques, avec une augmentation de 53 et 61%. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de regain, alors on est aussi plus visible, mais en attendant, les attaques, Alain le disait tout à l'heure, c'est continu, et on parle d'attaques réussies, mais il y a tout ce qui se passe avant. Et de ce côté-là, je peux vous dire qu'en matière de tendance, on aura toujours le même triptyque. On aura phishing, piratage de compte et rançon logiciel. Après, dans quelle proportion, ça, ce sera les chiffres consolidés, mais le phishing restera de toute façon le premier vecteur. Nous, on l'appelle la mère des cybermalveillances, parce que souvent, ça commence par ça, et il y a une escalade. Alors, tout le monde se focalise sur le rançon logiciel parce que c'est la partie visible. C'est l'attaque réussie, c'est quelque chose qui est marquant. Les gens se disent, j'ai un système qui est complètement chiffré, je ne peux plus travailler, je ne peux plus continuer mon activité. Et donc on va beaucoup en parler. Mais il faut déjà travailler en avance de phase, et notamment sur les autres cybermalveillances que sont le phishing, qui est quelque chose qui n'est pas nouveau quand même. On parle de quelque chose qui a plus de 20 ans, qui a fait un grand boom avec tout ce qui était Internet public, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en face, on a des cyberattaquants qui sont très astucieux, qui sont adaptatifs, qui vont créer des choses qui vont être très bien faites, il y a plus exit, les fautes d'orthographe, ce genre de choses-là, et qui vont savoir aussi évoluer dans le temps. Et on l'a vu avec le confinement, où on a vu un passage d'un phishing qui était plutôt classique sous forme de mail à des choses qui sont axées sur le SMS. Parce qu'ils ont très bien compris que les gens, quand ils sont en mobilité, d'abord ils ont ce biais cognitif qui consiste à faire confiance à son téléphone en se disant « je reçois quelque chose, ça m'est destiné, on me connaît, c'est pour moi ». Eh bien non. Et on en vient aussi à cliquer très facilement parce qu'on est sur cette génération du clic, on ne fait pas forcément attention en se posant les bonnes questions. Pour lutter contre le phishing, quand je viens et qu'on est en sensibilisation et qu'on dit pour lutter contre le phishing, il suffit de se dire je reçois un mail, si on demande une action de ma part, que ce soit cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe, je dois me poser la question de la légitimité. Rien qu'avec ça, on pourrait éviter la plus grande partie des attaques de phishing. Donc comme le disait tout à l'heure Charles, on va passer par la sensibilisation. Sensibilisation des gens, de manière continue, une forme de gamification, mais c'est quelque chose qui doit être fait en continu. Il faut considérer que maintenant, la personne qui est devant le clavier n'est pas le problème, mais c'est plutôt la solution. Une personne qui est sensibilisée, qui est formée, sera le premier rempart. Donc voilà, en termes de tendance, phishing, piratage de compte, rançon logiciel. Après, pour le détail des chiffres, il faudra nous réinviter. Bon, on vous recontactera. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de marquer une très petite pause de 10 minutes et juste après, table ronde sur des détails sur vraiment comment construire la résilience. A tout de suite et retour dans 10 minutes. 10 minutes. À tout de suite.
Je vous le disais tout à l'heure avant la pause, on a effectivement beaucoup parlé du contexte, des administrations publiques. Nous allons maintenant essayer de voir avec nos intervenants comment est-ce qu'on met en place très concrètement cette résilience. Nos intervenants sont au nombre de 3. Il y a d'abord, excusez-moi, Stéphane Bois, RSSI, groupe Les Échos, Le Parisien. Stéphane, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Yann Samama, vous êtes Senior Sales Engineer chez Gigamon. Yann, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et Boris Lecoeur, vous êtes General Manager chez Cloudflare. Boris, bonjour. Bonjour à tous. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme tout à l'heure, allez, un mot très rapide sur vos différentes structures. Je commence par vous, Stéphane. Alors le groupe Les Échos, Le Parisien est né du rapprochement de deux marques assez ancrées dans le paysage français. D'un côté, Les Échos, qui est la presse économique et financière à destination de cadres dirigeants, et Le Parisien, l'actualité générale et politique à destination de tous les citoyens français. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui se développe. Derrière ces deux marques assez connues, nous avons pas mal de marques autour de la finance avec Boursier, Investi. Voilà. Donc un paysage assez diversifié dans la presse. Boris, un mot sur Cloudflare. Cloudflare, on est 3500 personnes dans le monde, 60 personnes en France. Cloudflare protège tout ce qui peut être connecté à Internet, que ce soit des sites web, des applications mobiles, des API, des utilisateurs ou des infrastructures. Voilà, on fait tout ce qui est WAF, DDoS, protection applicative, tout ce qui est Zero Trust, tout ce qui est protection contre le phishing et tout ce qui est protection au niveau réseau sur les couches 3 et 4. Yann, sur Gigamon. Alors Gigamon est une société américaine. Nous sommes présents en France depuis maintenant une dizaine d'années. Nous accompagnons en fait les entreprises. Notre principe, c'est d'aller collecter l'information réseau là où elle se trouve, que ce soit au sein des data centers, vos réseaux bureautiques, vos fermes de serveurs virtualisés et même le cloud. De manière à collecter cette richesse informationnelle, venir la transformer, l'enrichir avant de la fournir à vos outils de sécurité ou vos outils de monitoring de performance réseau applicative. Comment vous situez, Yann, dans cette chaîne de valeur ? Vous êtes pas à 100% un acteur de la cybersécurité. Comment est-ce qu'on vous situe dans la chaîne de valeur ? Ce que je viens de dire, est-ce que c'est faux d'abord ? Vous avez le droit de le dire. Comment est-ce qu'on vous situe pour ceux qui ne vous connaissent pas et qu'on comprenne la place qui est la vôtre, qui est celle de Gigamon ? Alors, j'ai l'habitude de dire que nous sommes les plombiers d'Internet. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'expliquer ça à mon petit-neveu que de raconter ce que je fais et d'utiliser des termes un peu ascons. L'idée, c'est d'aller chercher l'information. L'information, elle transite dans des tuyaux, d'accord ? Et tout ce que vos équipes travaillent au quotidien, elles le font sur un réseau informatique, et ce réseau informatique transporte cette richesse informationnelle. Les outils de sécurité, qu'on parle de SOC, de SIEM, de NDR, de NAC, etc., la matière première dont ils s'alimentent pour vous fournir leur valeur ajoutée, ce sont les données réseau. Plus vous donnez accès à une observabilité globale de votre réseau, meilleur sera leur rendu, meilleur sera leur retour sur investissement. Donc, ce que nous permettons chez Gigamon, c'est que vous ayez une vision à 360 degrés de votre réseau, quel que soit en fait l'endroit où se trouve votre richesse informationnelle, qu'elle soit au sein de votre entreprise ou qu'elle soit au-delà des frontières naturelles de votre entreprise, à savoir sur le cloud. Alain, est-ce que tu veux peut-être commencer les hostilités, entre guillemets ? Peut-être tu as une question pour notre ami Stéphane, je crois. Pour Stéphane, je voulais qu'on parle un petit peu du sujet du jour, c'est-à-dire la résilience. C'est un mot qui a fait son apparition dans le monde de la cyber suite aux grandes attaques réussies. On a un chiffre dans le baromètre qui nous dit que 43% des répondants sont inquiets quant à leur capacité de reconstruire après une cyberattaque réussie. Du coup, chez toi, c'est quoi le secret ? Alors pour moi, quand on parle de résilience, on parle de deux notions. Déjà, la capacité du système d'information à résister à une charge importante, et la seconde notion qui est la capacité à reprendre rapidement. Et dans notre cas, typiquement, pour reprendre rapidement, on s'est focalisé principalement sur de l'automatisation. Parce que qui dit rapide, on ne peut pas aller plus vite qu'un système qui est déjà industrialisé et qui est automatisé. Concernant la résilience, je pense qu'on en parlera avec mes confrères, on est autour de la gestion des accès. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de concepts tels que le ZTNA ou le SASI, pour moi qui ne sont pas de nouveaux concepts, mais qui sont des
plutôt une meilleure orchestration au final des concepts et des solutions existantes qu'on a en matière d'IAM, de DLP, etc. Boris, j'aimerais qu'on réagisse sur, plutôt vous d'ailleurs, sur cette question que vient d'aborder Stéphane, sur justement le fait qu'aujourd'hui, cette résilience, elle ne peut plus être faite à la main. Dans quelle mesure, justement, on a besoin de l'automatiser pour gagner en réactivité et en capacité de protection, justement? Oui, effectivement, on voit aujourd'hui que cette résilience, elle doit être automatisée. Tout d'abord parce que c'est du bon sens. On a parlé précédemment du manque de ressources dans les entreprises de toute taille, du manque de ressources sur le marché. Et donc, il est essentiel d'automatiser parce qu'on n'a pas assez de ressources. Donc, tout ce qui ne nécessite pas un humain va être automatisé. Le deuxième point, c'est les attentes des clients. Quand je vais sur le site du Parisien, j'attends à ce que le site fonctionne et finalement ait un SLA de 100%. Les solutions qu'on propose, qui sont des solutions SaaS, ont un SLA de 100%. Pour atteindre un SLA de 100% et faire en sorte que les applis ne s'arrêtent jamais, l'automatisation est vraiment indispensable. Il ne faut pas oublier non plus, dans un troisième temps, que les attaques, elles, sont automatisées. On a eu ce week-end, pour la petite histoire, l'une des plus grandes attaques, même la plus grande attaque DDoS qui ait jamais eu lieu, à 71 millions de requêtes par seconde qu'on a contrées sur notre infrastructure. C'est des attaques qui sont grandement automatisées. Les attaques d'exploitation de vulnérabilité, les hackers vont aller taper parmi les CVE et vont aller taper directement sur les applicatifs. Pareil sur du credential stuffing, tout ça c'est automatisé. Donc pour répondre à ces attaques, il faut également de l'automatisation. Il ne faut pas oublier que l'automatisation, la recherche d'automatisation, ça amène un bienfait aussi. Ça permet de détecter des applications qui sont au final mal conçues car peu automatisables, qui ne vont pas exposer des providers Terraform, qui ne vont pas être compatibles en Ansible pour parler un peu les langages d'automatisation. Et donc ces applications-là, finalement, ça va être un peu les points faibles des architectures. Et dans cette recherche d'automatisation, on va pouvoir aller traquer ces applicatifs et peut-être même les remettre en cause pour mettre en place des architectures qui, elles, vont être beaucoup plus résilientes. Alors il y a une question peut-être pour Stéphane sur la performance. Parce que la sécurité et la performance ont parfois fait mauvais ménage, je dirais. Comment on peut comment on peut sécuriser son système d'information sans dégrader la performance? Pour moi, déjà, faut évaluer et mesurer justement l'impact sur la performance des solutions de sécurité qu'on déploie. Typiquement, lorsqu'on a mis en place un EDR pour être en capacité de détecter, de réagir rapidement en cas de cyberattaque, on est passé par une phase justement d'évaluation de la performance et des impacts de cette solution sur la production. Et donc ça passe essentiellement pas de la mesure, de sorte à pouvoir mieux calibrer les fonctionnalités et à minimiser justement les impacts sur la production. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une époque où on a tendance à multiplier les solutions, à les superposer, est-ce que ce n'est pas ça finalement, si ce n'est pas fait intelligemment, qui peut induire cette baisse de la performance, encore une fois, si ces solutions-là ne sont pas calibrées comme elles doivent l'être? Tout à fait. Et le parti que j'ai pris, c'est de rationaliser. Effectivement, on est dans une période où les solutions de sécurité foisonnent. Parfois, elles se marchent les unes sur les autres en termes de périmètre ou de risque à couvrir. Il faut déjà effectivement étudier la capacité, ou du moins la possibilité à rationaliser le nombre de solutions. Et in fine, on minimise l'impact moins on a de solutions, l'impact sur la production est in fine minimisé. Comment est-ce qu'on s'inscrit, et là la question est pour Yann et Boris, comment est-ce qu'on s'inscrit comme offreur dans une stratégie d'entreprise qui avec des organisations qui ne vous ont pas attendu, qui ont déjà déployé des outils? Stéphane, vous parliez de Zero Trust, donc ça veut dire qu'on a des outils d'identification, il y a déjà des WAF qui sont déployés. Comment est-ce que vous vous intégrez dans ces stratégies-là sans induire justement de ralentissement et sans ajouter de lourdeur? Parce que l'une des critiques souvent qui est faite, alors Alain, je crois que tu connais bien le RSSI de Lagardère, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, c'était le président des assises de la sécurité l'année dernière, qui disait lors d'une émission que c'est bien qu'on ait des solutions, c'est bien qu'on ait des outils, on peut mieux protéger nos organisations, mais en fait le trop plein d'outils constitue un problème finalement. Comment est-ce que tous les deux justement vous inscrivez
quel type de réponse vous apportez à des gens qui ont peur de se dire, bon, ben, je veux surprotéger, mais à force de surprotéger, je vais superposer les outils et on risque de perdre la performance. Boris et puis Yann. Alors nous, on s'inscrit complètement dans cette rationalisation puisque on a démarré Cloudflare plutôt sur la protection des couches applicatives. Niveau 7, donc WAF, DDoS essentiellement pour protéger des sites web. Mais on a fait grossir un réseau, on a fait grossir une technologie qui aujourd'hui est l'une des plus vastes au monde en termes de réseau. Pour donner un ordre d'idée, on protège quasiment 25% de l'Internet derrière nos technologies. Et avec ce réseau-là, on a ensuite déployé des solutions additionnelles de ZTNA dont on parlait précédemment, de passerelles pour accéder à Internet. Et donc finalement, on a augmenté le nombre de solutions dans une seule et même solution pour simplifier l'usage de nos clients. Et donc, au final, on va avoir une simplification très forte côté utilisation. Donc, les clients, finalement, vont avoir besoin de moins de ressources utilisateurs et de ressources internes pour exploiter nos solutions. On a une simplification forte également en termes d'installation de la solution puisqu'elle est en mode SaaS et en mode cloud. Et du coup, finalement, on va venir s'insérer de manière non intrusive par rapport à des applicatifs existants en complément de solutions existantes indispensables comme des EDR ou comme des Active Directory ou des IDP pour authentifier les utilisateurs et en remplaçant tout en simplifiant les solutions existantes. Yann. Alors, je crois qu'on s'inscrit en fait dans la même démarche, sachant qu'effectivement, mon collègue va le faire sur la partie extérieure, comment on accède à l'information, et nous, on va le faire à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'appelle ça la problématique de la bulle de Perrier. C'est-à-dire que quand on est un responsable de la sécurité des systèmes d'information, on a un biais cognitif tout à fait normal, tout à fait humain, qui est de dire, voilà, au moment T où je vous parle, j'ai un problème, c'est ceci. Donc, je vais mettre un outil pour répondre à ce problème qui va constituer donc ma solution. Le problème, c'est que malheureusement, comme les bulles de Perrier, toutes les bulles ne remontent pas à la surface en même temps, mais elles remontent une par une. Et donc, je vais, au fur et à mesure que je rencontre des problèmes, donc au fur et à mesure que mes bulles de Perrier montent, je vais avoir de nouveaux problèmes, donc je vais mettre en place de nouveaux outils. Le point commun de ces outils, c'est que pour fournir un fonctionnement optimal, ils doivent s'alimenter des données qui transitent sur le réseau. Donc si je n'ai pas une capacité d'aller chercher cette donnée et éventuellement de l'enrichir, eh bien je n'ai pas la capacité de faire fonctionner pleinement et efficacement les outils. Et donc je n'ai pas le service auquel je me serais attendu. Et donc c'est une vraie problématique pour les entreprises. Et donc l'idée de Gigamon, au fond, c'est de rationaliser, c'est de consolider, optimiser cet accès à la richesse informationnelle qui transite sur le réseau. Et petit point complémentaire par rapport à ça, il faut bien comprendre que, puisqu'on parle dans un contexte de sécurité, la seule source de vérité, c'est le réseau. Pourquoi ? Parce qu'une machine peut être compromise. Si je suis un hacker, quand je rentre dans la machine, la première chose que je fais, c'est d'effacer mes traces. Donc je vais aller supprimer toutes les différentes logs qui pourraient faire lever une alerte au sein de mon système d'information. Donc, en revanche, que je rentre dans la machine par tel ou tel biais ou que je ressorte, à un moment donné, je vais arriver sur le réseau. Et donc, si j'ai la capacité d'aller chercher l'information qui transite sur le réseau, alors je vais être en mesure de détecter l'attaque. Et c'est ça qui est important. J'aimerais qu'on revienne sur le cloud. Stéphane, vous l'avez mentionné. Alain, tu l'as mentionné un tout petit peu plus tôt. D'ailleurs, tu poseras juste après une question sur l'hybridité. À l'heure où de plus en plus d'organisations s'appuient, et je pense que c'est aussi votre cas, peut-être en partie, Stéphane, sur le cloud, comment est-ce qu'aujourd'hui on sécurise un SI qui est en partie déporté sur le cloud, et comment est-ce qu'on fait justement pour avoir une réponse sécuritaire idéale dans un contexte où on a des gens, on peut les citer, des AWS, qu'on a déjà eu à ce micro, qui expliquent qu'ils peuvent fournir une partie de la réponse, une partie, et que ça c'est dans le meilleur des cas, mais qu'on sait que les entreprises n'ont pas, et ça Alain, je te serais posé la question, les entreprises n'ont pas un seul cloud, mais plusieurs. Comment est-ce qu'on protège aujourd'hui une organisation qui a ces données sur le cloud, qui a des données critiques, des services critiques sur le cloud, qui ne peut pas tout maîtriser sur le cloud? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quel type de conseil, Boris, vous donneriez à ces organisations qui doivent s'appuyer sur le cloud, qui doivent le sécuriser, sachant que ça ne dépend pas complètement d'elles? Et effectivement, et on voit un des enjeux de l'hybridité, c'est qu'on voit, c'est que finalement on a
d'une part une surface d'attaque qui augmente par vraiment principe et design du cloud. Les surfaces d'attaque sont exposées sur Internet avec également des points d'exposition API, et cette surface d'attaque est un enjeu. Mais surtout, on a la démultiplication des différentes solutions. Alors, je connais bien AWS, j'étais directeur général 10 ans d'AWS avant de rejoindre Cloudflare. Et du coup, on a la solution de sécurité d'Azure, on a la solution de sécurité d'AWS, de GCP, d'OVH, éventuellement même dans nos data centers. Donc finalement, on va avoir une démultiplication des différentes couches avec finalement peu de compatibilité de ce que l'on va faire sur un cloud et sur un autre, et également un risque intrinsèque. C'est-à-dire si jamais une région tombe ou un des clouds s'arrête et que la sécurité fait partie de cette région, on va également arrêter la sécurité dans ces régions. Et donc, nous, la recommandation, c'est d'externaliser ça sur des solutions comme ce que l'on peut proposer, qui vont finalement permettre d'avoir sur une seule et même solution la capacité à protéger d'un type de menace indépendamment de l'origine ou de l'endroit l'endroit sur lequel la solution est hébergée, que ce soit sur du cloud public, sur du SaaS ou dans des data centers. Et on le fait sur l'ensemble de notre périmètre, c'est-à-dire DDoS, WAF, protection contre les robots, protection ZTNA pour les utilisateurs et les points d'accès vers les applicatifs, où que soient situés les utilisateurs et où que peuvent être situés les applicatifs au final. Alors oui, pour du coup enfoncer un peu le clou sur ces questions parce qu'on dit toujours dans le cloud, mais en fait les gens sont dans les clouds, multi-cloud. Je rappelle le chiffre du baromètre du CESIN, 90% des répondants estiment que la sécurisation des données stockées dans le cloud requiert des outils spécifiques. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que effectivement les outils qui sont proposés par les cloud providers, pour AWS, ne sont pas à la hauteur des attentes des clients, ou est-ce que c'est parce que justement il manque dans ces panoplies offertes par chacun des cloud providers l'outil qui permet de superviser l'ensemble? Peut-être Boris? Alors, tout simplement, je pense qu'il faut revenir au modèle de responsabilité du cloud, qui est quelque chose qui est poussé par AWS, mais je pense qui est du même ressort que ce soit chez Google Cloud ou chez Microsoft Azure. C'est que, pour simplifier, le client est responsable de ses données dans le cloud, tandis que le fournisseur, lui, est responsable de la sécurité du cloud. Le problème, c'est que souvent, au sein des sociétés, ceux qui vont pousser pour aller sur le cloud, ce sont les gens des métiers, parce qu'ils trouvent le côté effectivement extrêmement pratique, la rapidité pour instancier une machine, etc., pour mettre en place un service. Donc c'est quelque chose de très séduisant, et c'est ce qui montre en fait finalement l'explosion du cloud, sa forte vitalité. Mais le problème, c'est que ce mouvement n'a pas forcément embarqué avec lui, je dirais, les responsables des systèmes de la sécurité des systèmes d'information, et donc qui eux prennent entre guillemets un petit peu les cas de fer, parce que se pose la question de... Oui, je disais donc qu'il y a un souci en fait par rapport à cette ruée vers le cloud, c'est que finalement il n'a pas forcément l'accompagnement nécessaire des équipes techniques et des équipes de sécurité. Et donc, il faut être capable de mettre en place effectivement un certain nombre d'outils, que ce soit en amont, c'est-à-dire la manière dont je vais m'assurer de la disponibilité du front-end, et c'est ce que fait effectivement Cloudflare, mais il faut aussi regarder en interne au sein du cloud. Je vais avoir différents besoins, des besoins qui vont être orientés sécurité, mais aussi des besoins qui vont être orientés performance applicative, performance réseau. Et donc, la clé de ces deux aspects, qui sont parfois un peu contradictoires, et on l'a vu aussi dans ce phénomène de multiplication des outils, c'est comment mes outils vont aller chercher la même information si je n'ai pas en place un système qui me permet d'aller collecter l'information et de la délivrer aux outils. Et donc, pour résumer, le cloud, oui, mais le cloud avec des notions de sécurité qu'on va retrouver au sein même du data center, avec peut-être quelque chose qui va être, je dirais, pour éviter le surcoût de remonter l'information au niveau du système d'information classique, mais on peut mettre des outils de sécurité au sein même du cloud. Voilà, et ce qui permet de boucler la boucle. Merci. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur une notion qu'on a évoquée tout à l'heure, le fameux Zero Trust. Alors, quand on posait la question à nos membres il y a 3-4 ans sur le Zero Trust, en gros,
C'était du buzzword. Là, clairement, on est dans une tendance, je vous donne les chiffres, 12% nous disent être très engagés et 31% nous disent avoir déjà commencé à mettre en œuvre des premières briques du modèle, ce qui fait en gros 43%, presque la moitié des membres qui sont engagés dans le Zero Trust. Donc ça devient effectivement une approche presque incontournable. Alors justement, je voudrais, Stéphane, que tu nous dises si c'est vraiment quelque chose d'incontournable dans la construction de la résilience de son système d'information. Oui, complètement. Effectivement, comme je le disais, c'est le Zero Trust n'est pas une nouvelle notion en soi, parce qu'elle regroupe à la fois de la gestion de l'accès aux ressources. Ensuite, ces ressources sont classifiées et l'accès est octroyé en fonction de leur criticité. Aujourd'hui, on est totalement dans cette approche. On ne truste plus le réseau interne par défaut, mais on va truster chaque device qui va accéder non plus au système d'information, mais à la ressource. En fait, on descend une maille un petit peu en dessous. Et aujourd'hui, ça nous permettra aussi effectivement d'améliorer notre résilience, parce que on ne va plus gérer cette sécurité périmétrique, mais on va vraiment gérer la sécurité et l'accès à la donnée. Et à partir du moment où on est en capacité de maîtriser qui accède à quoi, comment, le Zero Trust, avec cette notion de j'authentifie et je recertifie à fréquence régulière la ressource, ou du moins le device qui a besoin d'accéder à la ressource, ça nous permet in fine de maîtriser justement les accès et contribuer à la résilience du système d'information. Alors vas-y Alain. Voilà, une autre question sur le SASI. Alors le SASI, c'est un peu moins populaire au CESIN, puisque je n'ai que 21% des répondants qui me disent s'être engagés dans cette démarche. Alors le SASI, on fait peut-être un peu comme Monsieur Jourdain, on fait peut-être du SASI sans le savoir. Et est-ce que finalement c'est également une approche intéressante, utile, ou est-ce qu'elle gagne à être connue? Stéphane. Alors, personnellement, ça doit être mieux. Oui. Ouais. Sur le SASI, c'est, comme je disais personnellement, sur les nouvelles tendances, je suis plutôt à l'étude en ce moment pour vérifier clairement qu'est-ce que cela peut apporter. Donc c'est des études qui sont lancées clairement, mais pour l'instant rien n'est encore en place. Donc tu es dans les 80% des gens qui sont dans l'expectative. Exactement, qui attendent de voir vraiment ce que ça vaut en effet. Juste peut-être un point, parce que nous chez nos clients, on voit une adoption du SASI. Effectivement, des clients font du SASI sans le savoir. Le Zero Trust, c'est un concept. C'est un concept d'architecture, c'est un concept qui part du principe qu'en designant une sécurité où par principe on pense que finalement l'attaquant est déjà à l'intérieur des systèmes, on va offrir le niveau de sécurité le plus élevé et on va avoir une sécurité qui va être résiliente. Du coup, si jamais l'attaquant est dans les systèmes, on est déjà préparé et les systèmes vont répondre face à ça. Le SASI, c'est l'implémentation concrète du Zero Trust avec une technologie qui permet à tout utilisateur, où qu'il soit situé dans le monde, d'avoir une technologie au plus proche de lui, qui va offrir des services de sécurisation vers les applicatifs, vers l'Internet, et qui va aussi protéger des applicatifs qui vont être hébergés. Et nous, on voit aujourd'hui une adoption, on fait beaucoup d'éducation également sur ces concepts-là, mais on voit une adoption qui a historiquement pas mal démarré côté start-up. On a beaucoup de start-up qui ont déjà implémenté ces architectures-là, parce qu'elles démarrent sur des environnements qui sont plutôt tout cloud, tout ça, ça a été relativement simple à déployer. Mais aujourd'hui, on voit des grandes entreprises comme Roche qui ont sécurisé tout leur périmètre applicatif derrière une solution SASI et sécurisé tout leur périmètre utilisateur derrière la solution SASI avec la même solution et qui offre un point de convergence unique qui est au plus proche de là où est situé l'utilisateur et au plus proche de là où sont situés les applicatifs. Donc la bonne nouvelle, c'est que même les organisations avec un système peut-être plus installé peuvent également faire ce travail-là et mieux le protéger grâce au SASI. En fait, c'est pas limité aux jeunes startups ou entreprises 100% cloud. Comme souvent, les startups vont
vont être des early adopters, désolé, j'ai pas le mot en français, les adopteurs les plus précoces des technologies, et les entreprises aujourd'hui eh bien, sont allées sur ces modèles-là, et ça c'est en train de s'accélérer, puisque depuis 2 ans, on voit une forte adoption de ces technologies qui ont pu prouver côté protection applicative, qu'elle fonctionnait à l'échelle mondiale avec le bon niveau de performance, parce que c'est aussi un énorme enjeu, et qui ont amené ce niveau de performance et cette technologie également côté protection des utilisateurs. Yann, vous avez parlé pas mal tout à l'heure de la richesse informationnelle. On sait que les entreprises ont des jeux de données, des quantités de données absolument importantes pour une grosse partie d'entre elles, notamment pour les grands comptes. Est-ce que pour mieux sécuriser, ne vaut-il pas mieux commencer par justement la localisation de la donnée? Est-ce que c'est l'étape absolument essentielle? Est-ce que c'est la première étape pour se lancer vraiment sur un chemin de sécurisation très concrète, très correcte de son système d'information? Oui, évidemment. Je pense qu'on ne peut sécuriser que ce qu'on a recensé, ce qu'on a cartographié, ce qu'on sait être d'importance pour le fonctionnement de l'entreprise. Il y a 2 types de richesse informationnelle. Il y a la richesse informationnelle, c'est-à-dire en gros l'ensemble des informations, des procédures qui vont permettre à une entreprise de fonctionner. Ça, c'est un premier point. Et il y a une autre richesse informationnelle qui se superpose peu ou prou par rapport à la première, qui est les informations qui ont potentiellement une valeur en dehors de votre entreprise, et que donc des personnes ou des groupes malveillants peuvent venir tenter de subtiliser. Et donc, il est évident qu'avant de mettre en place pare-feu applicatif, SASI, etc., toute une panoplie, tout un ensemble de choses, la première chose, c'est ne serait-ce que de commencer par la base, c'est de dire quelles sont les données que je dois protéger, quelles sont les procédures, quels sont les flux d'informations, avant de mettre en place cette sécurité. C'est ça qui va vous permettre de placer les bons équipements aux bons endroits, tout simplement. Non, mais justement, il y a un défi pour les RSSI, qui sont d'ailleurs de plus en plus stressés. C'est justement cette localisation des données. Et enfin, ces données, elles sont, sans paraphraser un dialoguiste célèbre, mais un peu dispersées façon puzzle. Donc, comment on arrive en effet à appréhender cette problématique pour les sécuriser correctement, parce qu'elles se baladent finalement de cloud en cloud, de réseau en réseau, etc. Donc, quelle est la réponse derrière ça? Alors ça rejoint le propos que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le cloud c'est je dirais une hétérogénéité supplémentaire dans le système d'information, et l'idée c'est de venir raser ces facteurs différenciants de manière à pouvoir récupérer l'information comme si elle était au sein de mon propre système d'information. D'ailleurs le cloud fait partie de votre système d'information, c'est juste pas vous qui l'opérez. Et donc, je dois avoir la même capacité d'aller chercher l'information, qu'elle soit dans mon data center qui bénéficie d'une protection physique, personne ne peut y accéder, ou alors il faut montrer patte blanche, que ce soit au sein de mes fermes de serveurs virtualisées, où il faut avoir les bons utilisateurs qui ont les bons droits, etc., mais aussi dans le cloud. Donc, je dois mettre en place ma politique de sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié où est ma richesse informationnelle, elle est aussi bien au sein du système, je dirais, classique ou hérité de l'entreprise, mais aussi parfois dans la partie industrielle, mais aussi dans le cloud. Et donc, quels que soient ces différents environnements, je me dois d'avoir les capacités d'introspection, les capacités d'aller chercher l'information où que cette information puisse se trouver. Et le cloud étant un vecteur extrêmement important, étant quelque chose qui porte les transformations de fond au sein de l'entreprise, doit avoir une attention toute particulière pour les RSSI. Alors peut-être une question pour Stéphane pour conclure cette table ronde. Comment le RSSI que tu es voit le début de cette année 2023 ? Quelles sont les tendances que tu perçois par rapport aux défis qui sont devant toi ? Alors, comme il a été dit plus tôt, il y a la supply chain qui reste un enjeu important. Aujourd'hui, pour moi, on ne parle plus de limiter notre surface d'exposition, mais plutôt la maîtriser, parce qu'au final, le SI s'étend de plus en plus. On est effectivement sur une approche multi-cloud, donc réussir à bien cartographier ces assets sur le cloud, c'est aussi un enjeu pour moi.
Dans un SI traditionnel, on a un serveur, une base de données, des postes de travail, on sait à peu près ce dont on dispose. Dans le cloud, on a des notions de cloud function, de base de données éphémères. Donc, comment on arrive à maîtriser tous ces éléments qui sont nouveaux, ce sera pour moi un enjeu pour 2023. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci messieurs, merci à tous les trois. Merci. Merci. Voilà, je vous en prie, vous pouvez vous remettre dans la salle. Alors, on va continuer cette émission avec notre prochaine invitée. Alors, on a parlé effectivement juste à l'instant de la construction du SI résilient. On avait brossé un tableau suffisamment large de ce qui convenait de faire justement pour y parvenir. On a parlé du contexte et ainsi de suite. Dans cette troisième et dernière partie d'émission et de séminaire, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de la bonne réaction à avoir après l'attaque. On va juste faire un tout petit pas en arrière pour comprendre comment on réagit quand on est attaqué. Pour ça, j'appelle Mickaël Merta à venir sur scène. Mickaël, venez. Voilà. Bienvenue, prenez un micro. Bonjour. Voilà. Alors, pardon, Mickaël, vous êtes Partner Account Manager chez Progress. Je ne sais pas si les gens ici connaissent votre entreprise, Progress Software. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, voilà, nous parler un peu de l'entreprise et nous la présenter, tout simplement. D'accord, merci. Oui, donc Progress, c'est une société américaine avec plus que 2500 employés, fondée en 1981, cotée sur Nasdaq depuis 40 ans, donc déjà une belle histoire de la société. Qui regroupe et développe une large gamme de solutions avec le focus sur l'amélioration de l'expérience digitale et applicative, dont aussi une solution de cybersécurité qui s'appelle Flowmon. C'est une solution NDR, Network Detection and Response. Voilà. Donc, D'accord. Les entreprises sont attaquées à l'extérieur et à l'intérieur, ce qu'on a vu justement avec la table ronde précédente. Quel type de comportement alerte et détecte votre solution justement pour permettre à l'entreprise de se rendre compte qu'elle est sous le feu qu'elle subit une attaque? Donc, comme c'est une solution NDR, nous, on se vraiment intéresse par le réseau. Donc, la solution Flowmon, elle va analyser le trafic réseau. Elle va chercher des anomalies dans ce trafic. Elle va détecter des différentes sortes d'anomalies. Elle va nous aider à détecter des menaces inconnues, des menaces internes, des failles zero day, des rançongiciels, des malwares, communication avec des command and control centers, des communications avec des autres IP blacklistés. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses que la solution finalement peut détecter. Comment elle va le faire? C'est qu'elle va créer des modèles de comportement de tous les appareils sur notre réseau. Et ensuite, elle va utiliser de l'intelligence artificielle pour comprendre quels appareils ont une déviation de leur comportement normal ou le comportement qu'on a vu jusqu'à le moment. Donc, c'est ce type d'anomalie qu'on va voir. Parce que si on va regarder comment une attaque se déroule, l'attaquant il aura toujours besoin de se déplacer sur notre réseau. Elle va faire des actions qui vont laisser des traces dans le trafic réseau. Et donc, c'est vraiment une source très importante de ces informations de ce qui s'est passé. Ce qui est bien aussi sur la solution Flowmon, c'est qu'elle est capable de stocker, ou elle va stocker des informations sur tous les échanges sur notre réseau. Donc, dans un cas d'une investigation après l'attaque, on est capable d'aller dans l'historique et on peut regarder avec qui d'autre cette adresse IP qui a été infectée a communiqué il y a 2 mois, 3 mois, quel type d'activité elle faisait sur notre réseau, etc. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les entreprises sont bien conscientes des risques qu'elles ont par rapport
ces problématiques internes finalement, puisque on s'est beaucoup intéressé à l'externe depuis ce matin. Du coup, est-ce que vous avez des entreprises particulièrement sensibilisées à ces sujets ou il faut les éduquer ? Éduquer, c'est sûr, parce qu'on voit souvent que toujours le standard, c'est de construire un système d'information qui va nous aider à prévenir les attaques. Donc prévention, c'est toujours, on va dire, le but aujourd'hui, on va dire, standard des sociétés. Donc c'est logique, je comprends cette logique, on veut se protéger et ne pas réussir aucune attaque de s'implémenter dans notre réseau, mais il faut vraiment, vu que les attaquants sont de plus en plus sophistiqués, il faut peut-être même compter qu'il y aura des attaques qui vont réussir, et donc il faut construire une sécurité multicouche qui va nous aider à détecter des attaques dans leur phase précoce. Donc, parce que finalement, une attaque, il ne va pas se dérouler pendant 3 minutes ou 5 minutes, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc, ça nous donne assez de temps pour agir et arrêter cette attaque quand il y en a. Comment est-ce que votre solution vient compléter justement, c'est un peu la même question que je posais tout à l'heure, mais comment est-ce qu'elle vient compléter les outils qui sont déjà déployés ? Donc, comme j'ai dit, le standard aujourd'hui, c'est avoir un firewall, avoir un antivirus ou un EDR. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment en complément de cet écosystème de solutions pour construire cette sécurité multicouche. Donc, on ne va pas remplacer ces solutions, mais on va vraiment, vu que nous, on s'intéresse pas aux appareils et ce qui se passe sur les appareils, mais par le trafic qui est généré par ces appareils et qui transite dans le réseau, c'est là où on va complémenter cet écosystème. Et comme Yann a par exemple parlé aussi de la visibilité dans le réseau, j'avoue que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est un peu inconnu ou un black box qui se passe dans l'intérieur de leur réseau, déjà parce que ils veulent vraiment protéger contre les attaques qui viennent de derrière, mais aussi aujourd'hui on a parlé comment ça peut être facile d'aller dans un hôpital, installer une clé USB et vraiment faire corrompre une machine à l'intérieur qui va ensuite faire des actions bizarres sur le réseau. Donc c'est vraiment important d'avoir cette capacité de détection aussi. Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous permettez aux entreprises de disposer d'une visibilité globale sur leur réseau, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai déjà mentionné un peu, c'est que, en fait, c'est une solution, Flowmon est une solution pas que pour les ingénieurs sécurité, mais elle peut aussi être utilisée par les ingénieurs réseau, parce que nous, c'est un mélange d'une solution pour SecOps et NetOps. On va pouvoir aussi donner la visibilité aux ingénieurs réseau pour comprendre ce qui se passe dans les réseaux, quelle même peut-être leur performance de leur réseau. Donc il y a plusieurs cas d'usage qu'on pourrait appliquer. C'est pas finalement que la sécurité ou la cybersécurité. Donc oui, parce que si on comprend pas quels appareils on a sur notre réseau, si on comprend pas ce qui se passe dans notre réseau, on peut pas vraiment dire qu'on est bien sécurisé. Merci beaucoup, Michael. Vous pouvez retourner dans la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous propose de finir ce rendez-vous de ce matin par une dernière question. Et Boris, je vais vous demander de revenir avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, en tout début d'introduction, on a beaucoup parlé de la résilience. Et j'aimerais qu'avec Boris, pour la fin de cette émission, on parle un tout petit peu. On a parlé là avec Michael de quand on est sous le feu de l'attaque, et je crois que c'était Michel Vandenberg qui disait finalement les entreprises lorsqu'elles sont victimes veulent pas savoir pourquoi, comment, elles veulent pouvoir relancer très rapidement l'activité. Boris, dernière question de cette matinée, quels sont les conseils que vous donneriez, et au-delà des conseils, quelles sont les étapes pour vous qui sont essentielles pour une entreprise qui souhaite très 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 rapidement relancer son activité après une attaque ? Alors
quasiment notre quotidien, finalement, puisqu'on a sur notre site un bouton qui s'appelle « Je suis victime d'une attaque » et qui déclenche chez nous des procédures qui permettent d'assister les clients. C'est assez troublant d'être sur le site des Échos et de voir qu'une société est attaquée, de recevoir un coup de fil en parallèle ou un email du RSSI ou du DSI de la société qui demande de l'aide. Et donc on a un gros volet empathique déjà, j'ai en souvenir un assureur qui avait vraiment tous ces systèmes qui avaient été complètement bloqués, les entreprises partagées via WhatsApp pour pouvoir communiquer ensemble. Il n'y avait plus que la 4G qui était disponible et elles étaient vraiment très choquées. Donc on a tout d'abord un fort volet empathique par rapport à ça. Et une fois que effectivement la partie attaque avec les coupures, l'analyse d'impact et voilà tout ce qui s'ensuit a été mené, la question suivante c'est comment on remet en ligne. Il y a un élément essentiel qui est aussi quelque chose qu'on observe dans les accidents de la route. Le premier élément, c'est éviter le suraccident derrière. Et dans la mesure où on va remettre en ligne les applicatifs, il faut s'assurer que l'attaque qui a été menée il va pas avoir d'effet de bord et on va pas avoir de nouvelles attaques qui vont être menées, puisque les groupes d'attaquants, leur but, c'est de faire mal et de faire le plus de mal possible à la société attaquée. Et on a très souvent des attaques qui démarrent par l'email, comme vous l'avez mentionné, avec 91% des points d'attaque qui rentrent par l'email, mais qui sont ensuite supportés par des attaques DDoS pour faire tomber tous les applicatifs, pour faire tomber les sites web et pour vraiment neutraliser la victime de l'attaque. Et donc l'élément essentiel avant de remettre en ligne, c'est de s'assurer que quand on va remettre en ligne, eh bien, on ne va pas avoir de nouvelles attaques qui vont d'entrée de jeu refaire tomber les applicatifs. Si les attaquants ont exploité une faille, une vulnérabilité, il y a de grandes chances que les attaquants vont essayer d'exploiter d'autres failles. Si les attaquants ont fait des injections SQL via l'exploitation d'applicatifs web ou de la partie API, il y a de grandes chances. Et donc il faut s'assurer qu'en remontant les infrastructures, on va se protéger de ce type d'attaque. Et donc ce que l'on fait nous avec nos clients, c'est qu'on a cette analyse d'impact de remise en ligne pour dire par rapport à votre remise en ligne, vous êtes assuré que vous allez être protégé de tout ce type d'attaque parce que vous remettez en ligne avec les solutions de protection qui sont sur le cloud et qui vont vous protéger vis-à-vis de ce type d'attaque. Donc ça, c'est éviter le suraccident. Le deuxième élément qui est important, c'est vraiment déployer les playbooks associés et d'avoir prévu des cas de remise en ligne. Tous les cas les plus extrêmes, même si ça ne peut pas arriver, il faut quand même les prévoir et les documenter parce que dans l'urgence et sous la pression, c'est très compliqué de sortir du cerveau reptilien et revenir sur le cerveau plus cartésien. Et donc il faut avoir cette capacité à déployer les scripts et les playbooks. Et là aussi, on a dans nos équipes des personnes qui vont assister les victimes d'attaques pour s'assurer que les étapes sont bien respectées, que nos clients vont être capables de remettre en ligne sans refaire tomber les systèmes. Je reprends le cas de cet assureur. Donc les systèmes sont down. Il y a la vitrine externe, c'est-à-dire ne pas montrer que les systèmes sont down vis-à-vis des attaquants et vis-à-vis du public. Et également, il y a les équipes internes. Garder des équipes et l'outil de production actif et susceptible d'activer. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec eux pour très rapidement remettre en ligne un site dégradé. C'était pas les applicatifs, c'était pas les sites web parce que eux, c'était complexe de les remettre en place, mais c'était une page et un formulaire qui permettait aux clients de soumettre leurs demandes et aux services clients de recevoir des emails pour traiter ces demandes et donc de conserver finalement un minimum d'activité et un minimum de business active tout en offusquant vis-à-vis des attaquants le fait que les sites étaient tombés, mais l'activité business pouvait reprendre. Et en dernier lieu aussi, il faut dans toute crise, il y a une opportunité. Il faut vraiment également saisir l'opportunité pour
travailler. Alors, au-delà du post-mortem et de l'analyse de ce qui s'est passé, sans jamais pointer du doigt celui qui a commis l'erreur, parce que c'est la pire chose à faire en cybersécurité, c'est vraiment éduquer, utiliser ça comme vraiment outil d'éducation vis-à-vis des autres personnes. Mais c'est vraiment essayer de tirer parti des points finalement de fragilité dans les systèmes d'information, de tirer parti des mauvaises architectures et d'utiliser ça comme une opportunité pour réarchitecturer des systèmes avec des bonnes architectures. Et donc pour nous, très souvent, c'est également le démarrage de pilotes autour des concepts qu'on a évoqués précédemment, que sont le ZTNA en remplacement de VPN, si par exemple le VPN a été un système défaillant et n'a pas permis d'assurer un minimum de continuité dans l'activité. C'est de réarchitecturer certains applicatifs qui étaient mal designés et qui ont été exploités par une vulnérabilité. Donc c'est de remettre en place également les bonnes architectures qui, cette fois-ci, vont amener la résilience indispensable. Tu as une question, Alain ? Oui, moi j'avais une question par rapport au ransomware qui reste encore une des attaques majeures, même s'il y a une tendance baissière à la fois constatée par l'ANSSI et par nous-mêmes au CESIN. Alors je ne veux pas qu'on rentre dans la polémique des cyberassureurs qui pourraient éventuellement encourager à payer la rançon pour avoir moins de dégâts possibles à payer. Mais du coup, comment vous faites par rapport à des cas comme ça, par rapport à la tentation des clients qui pourraient dire le plus simple c'est quand même de payer la rançon, ça nous coûtera certainement moins cher que de reconstruire le système. Une réponse courte, Boris. Ouais, c'est toujours une très mauvaise idée parce que finalement c'est incitatif vis-à-vis des attaquants et on n'a aucune garantie que finalement même en payant la rançon on va retrouver ces systèmes et on va récupérer les données. Donc c'est toujours une mauvaise solution. Mais pour rebondir sur les assureurs, les systèmes préventifs qu'on va mettre en place vont aussi écarter les attaquants. Moi, je vais juste partager une petite statistique vis-à-vis des assureurs. On a des assureurs avec lesquels on travaille qui baissent les primes d'assurance quand Cloudflare est utilisé parce que les attaquants sont feignants entre guillemets et vont s'attaquer aux cibles faibles, et s'ils voient qu'un site est protégé ne serait-ce que sur la partie WAF DDoS et qu'il y a un système de protection déjà en place, ils vont passer à une cible suivante et ils vont pas perdre de temps. Donc il y a des choses simples à mettre en place qui sont relativement évidentes et qui vont déjà écarter cette partie d'attaquants et de demandes de rançon. Mais dans tous les cas, nous on recommande vraiment d'éviter des demandes de rançon. On a vu cependant une augmentation sur les demandes de rançon sur les attaques DDoS, c'est-à-dire des groupes notamment comme les groupes FanCyber qui sont apparentés pour certains à Killnet, faire des demandes de rançon avant attaque DDoS. C'est-à-dire si vous ne nous rançonnez pas, si vous ne nous payez pas la rançon, on va vous mener une attaque DDoS pour faire tomber les sites et prouver qu'ils ont la capacité à le faire. Donc on a également cette partie-là qu'on a. Donc oui, à l'attaque, la menace. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut en prendre une ou deux, on a déjà dépassé le temps. Oui, très rapidement, merci pour ces débats. Ne pensez-vous pas que l'on induise une confusion et un biais en parlant de résilience ? J'ai la crainte qu'il y ait une confusion entre résistance et résilience. Alors, tout à l'heure, nous parlions de santé. J'encourage, si on veut voir de la vraie résilience, à aller en Guyane. Parce que là, j'ai tous les cas de figure entre les attaques, la bêtise, le pas d'électricité, le pas de médecin, le pas d'infirmier, et ça tourne. Mais aujourd'hui, en parlant de résilience, on est en train, de ce que j'ai pu entendre, de se focaliser sur l'aspect purement technique et pas métier pour une entreprise comme Michel pouvait en parler ce matin. Merci. Ça ne nécessite pas forcément, c'est plutôt une remarque finalement, ou peut-être si Boris voulait répondre, ou Alain, si tu as envie de donner quelques éléments de réponse, peut-être compléter le propos. Voilà. Yann. Ah, il y a une question là-bas. Ok. Yann, allez. Non, je pense qu'effectivement, pour répondre à cet aspect, effectivement, la résilience, on néglige quelque chose parce qu'on est tous des hommes et des femmes de l'art, à savoir qu'on baigne dans la technologie, on travaille et on voit finalement que ça. Il est évident qu'à un moment donné, il y a deux aspects. D'abord, je vais parler de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est l'utilisateur.
si on met en place des systèmes qui infantilisent, qui limitent le champ de responsabilité de l'utilisateur, on le rend vulnérable à des attaques. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand on est sur attaque, que va faire l'attaquant? Il va mettre en place un scénario de stress. Quand vous êtes dans un scénario de stress, c'est le cerveau reptilien qui réagit, et donc vous faites n'importe quoi parce que vous voulez vous débarrasser de la source de stress. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on n'en a pas parlé, je le disais parce qu'on est des hommes de l'art, c'est le low-tech. Et donc vous donniez l'exemple effectivement du centre hospitalier de Guyane, enfin de Kourou. Mais peu importe, c'est un très bon exemple. Une des phases, je dirais, de votre plan de reprise d'activité, c'est éventuellement de se dire qu'est-ce que je fais si mon système informatique n'est plus disponible, ou qu'est-ce que je fais si mon réseau n'est plus disponible, etc. Et on néglige le fait que c'est très difficile de hacker un crayon de papier et un bloc-notes. Donc à un moment donné, il faut aussi penser, même si c'est pas obligatoire, mais je recommande de penser. On a bien couvert, je dirais, tous les aspects high-tech, mais il faut aussi réfléchir qu'il y a aussi la low-tech et qu'on peut continuer à fonctionner, même si c'est en mode dégradé, à partir du moment où on a la possibilité de basculer sur du low-tech. Yann, passez le micro à Charles qui a fait une remarque. Madame, après c'est à vous. Merci. Un petit complément donc sur cette partie résilience. Je rejoins Philippe sur le fait qu'il n'y a pas que l'aspect technique et du coup ça me permet de rebondir sur ce qu'on peut aussi proposer au secteur de la santé, qui est la réalisation d'exercices de crise cyber. Il y a une instruction ministérielle qui a été publiée il y a 15 jours qui demande aux opérateurs de services essentiels de réaliser au moins un exercice par an. Ils devront les avoir fait d'ici le mois de mai 2023, c'est la cible, donc il y a encore un peu de travail, mais et pour les autres établissements de santé d'ici à fin 2024. Donc voilà, nous au grade Pays de la Loire, on aide aussi les structures à réaliser ces exercices. Madame, allez-y. De la donnée, en tout cas chez les OIV, les organismes publics et aussi maintenant de plus en plus dans le privé. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez du coup vous au quotidien et comment vous les traitez? Et surtout après, est-ce qu'il y a un impact dans les cyberattaques qui sont constatées face à des données qui sont souveraines ou pas? Ouais, je pense que peut-être Boris, Yann, comme vous voulez, ou peut-être Boris sur la souveraineté de la donnée. Oui, puis après je vais laisser la parole à Boris. C'est un phénomène qui est très important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est où est votre donnée, qui accède à la donnée, qui peut la voir, qui peut la télécharger. Donc ça rejoint un phénomène très important. Cartographier, recenser vos données, sachez où elles sont. Est-ce que le système vous appartient ou pas? Est-ce que vous l'opérez ou pas? Pour moi, c'est le b.a.-ba. Ouais, la souveraineté de la donnée, c'est un point essentiel. C'est fondamental, l'endroit qui appartient à la donnée et à quel endroit cette donnée va être située. Ce qui est aussi fondamental, c'est finalement comment sécuriser les données, les applicatifs où qu'ils soient situés. Et avoir des solutions qui sont finalement dépendants de l'endroit où la donnée est située en termes de sécurité, c'est des solutions qui vont être plus résilientes. Typiquement, contre les attaques DDoS, des solutions de type boîtier, c'est des solutions qui ne vont pas tenir des attaques DDoS très, très élaborées. Il ne faut pas oublier que les attaquants, eux, et l'Internet, c'est mondial. Donc l'hébergement de la donnée peut être souveraine et situé à un endroit, mais il faut vraiment penser des défenses au niveau global parce que les attaques peuvent provenir de n'importe quel endroit dans le monde et on le voit bien avec le contexte géopolitique actuel que des attaques hypothétiques d'un État contre un autre État en termes d'attaques DDoS, maintenant c'est devenu une réalité, c'est-à-dire on a des États qui mènent des attaques de très large ampleur pour faire tomber le site d'un gouvernement, d'une institution, et donc ça c'est une réalité, indépendamment de l'endroit où est située la donnée. Donc il faut concevoir des systèmes qui vont quelque part des systèmes de sécurité qui vont au-delà de l'hébergement et qui vont être capables de protéger une donnée, qu'elle soit située à Paris, à Marseille, sur un cloud et indépendamment de son endroit. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On arrive, vous l'avez compris, à la fin de notre matinale. Je vous donne rendez-vous le 8 mars prochain pour une émission à l'occasion de laquelle on parlera plateforme data. Et le 22 mars prochain, on parlera RGPD. On fera un bilan et on parlera aussi souveraineté des données. Donc rendez-vous le 8 en ligne
en ligne. Et rendez-vous le 22 mars en ligne. Et on parlera donc plateforme data et souveraineté de la donnée, RGPD. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci.